Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode non pas en solo mais accompagné avec un invité qui respire le soleil, qui a bonne mine, qui a une casquette parce que tout simplement il habite dans le sud de la France et ben, ça se voit à son teint. Salut Mekiou, comment tu vas ? Salut Jérôme, très bien, merci. Très heureux d'être avec vous tous aujourd'hui. Effectivement, je quitte pas la casquette pour le soleil et aussi c'est une façon de gagner du temps pour pas me coiffer le matin. Donc c'est bien pratique, ouais. Ouais, exactement. Bon, bah écoute, enchanté de t'avoir. Donc, comme je te disais un petit peu en préambule, ça fait quelque temps que je te suis sur les réseaux, justement. En fait, ce qui a attiré mon attention, c'est mine de rien ta casquette. Je vais pas te mentir, enfin, ou tes casquettes, parce que tu as tout le temps une casquette. Et c'est un élément différenciant en tout cas. Donc, bien joué marketingment parlant, c'est bien joué. Et comme je te le disais, ouais, je trouve que tu dégages des bonnes vibes. Tu as une expertise qui est hyper intéressante. Alors, c'est vrai que sur la chaîne, on parle beaucoup investissement immobilier, mais je trouve ça toujours intéressant un peu d'extrapoler à l'investissement d'une manière générale, à la façon de gagner de l'argent, à créer des business automatisés. Donc, tu vas nous parler dans quelques instants de ton expertise. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, quel hashtag, qui tu es, d'où tu viens, c'est quoi ton parcours? Voilà, je te laisse dérouler gentiment tout ça. Ok, alors Mekiou Schmidt, j'ai 41 ans, je suis dans le sud de la France, donc à Hyères. Je suis issu d'une famille qui avait vraiment pas beaucoup d'argent et c'est vrai que ça a été une préoccupation quand j'étais gosse. Et donc je me suis dit, non, mais moi je serais pas dans la galère, donc il a fallu que je trouve des solutions pour gagner de l'argent. Mais avant ça, j'ai fait pendant 10 ans moniteur de voile en tant que brevet d'état d'éducateur sportif. Et puis, c'était cool, tu vois, mais le truc qui était très sympa, c'est que j'étais 6 mois au boulot et 6 mois au chômage, parce qu'en général, la voile, ça fonctionne pas l'hiver. Et donc, j'ai un peu goûté à cette liberté financière. Et j'avoue que je me suis dit, waouh, c'est trop bien de voyager pendant 6 mois dans l'année. Ce serait bien que je puisse faire ça toute l'année. Ouais. Et donc, j'ai cherché un boulot mieux payé. Je suis devenu grutier sur les chantiers de construction. J'ai fait aussi, ouais, faut pas avoir le vertige. J'ai fait aussi une dizaine d'années. Intéressant parce que tu gagnes beaucoup d'argent et c'est facile d'accès le métier en lui-même. C'est quoi Mais beaucoup d'argent? Je te coupe, mais ouais, c'était. Alors, en France, c'est pas énorme. C'était quand même 2800 € net. Donc, c'est quand même pas mal. Ouais, Après, je suis parti en Australie pour faire ce métier parce que c'est le pays, le pays qui payait le plus ce métier. J'étais environ à 8000 € par mois. Et après, j'ai fait Luxembourg aux alentours de 4000, 4005. Donc, voilà. Et si tu vas en Suisse, tu es à 6 000 €. Donc, et sachant qu'en 2-3 semaines, tu as ton diplôme. Donc, c'est quand même un métier qui est facile d'accès quand tu n'as pas fait de diplôme universitaire, ce qui était mon cas. Donc, voilà. Donc, je me suis lancé dans cette aventure-là de grutier, dans l'objectif derrière d'investir et de créer des sources de revenus complémentaires pour pouvoir un jour quitter mon taf. tu avais vraiment cette vision-là sur la partie transition moniteur de voile où tu avais du temps la moitié de l'année, mais peut-être des revenus un peu moindres aussi de par le prorata du chômage par rapport aux revenus. Et là, tu t'es dit, sur mon prochain job, il faut que je gappe vraiment en salaire. C'était vraiment le ouais, focus. c'était clair. C'était que pour ça. C'était que pour ça et dans le but d'investir derrière. C'était pas du tout je vais travailler et juste avoir un métier bien payé. C'était vraiment il faut que je trouve une solution pour devenir libre financièrement. Et donc j'ai compris qu'il faut de l'argent il faut du cash pour faire des choses. Donc c'est parti, je bosse et j'ai vraiment vécu pendant des années. En fait, si tu veux, peu importe ma vie, j'ai jamais changé mon style de vie pour justement pouvoir investir le plus possible. Et donc voilà, donc j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. J'ai finalement obtenu un CDI, ça c'était au Luxembourg. Donc ça m'a permis de enfin avoir accès au crédit. Et j'ai acheté pas mal d'appartements où j'ai fait j'ai fait un parc IMO avec suffisamment de cash flow pour pouvoir quitter mon taf. Donc le cash flow a remplacé mon salaire. J'ai démissionné et puis après j'ai profité de la vie pendant 2 ans en créant une start-up. Et après, j'ai revendu mon IMO qui était dans le Nord. Et avec ce cash, j'ai réinvesti dans l'immobilier, dans la location de voitures entre particuliers et dans les vannes aménagées. Ok, alors il y a plein de sujets à aller dérouler là. Ah, c'est bon ça. Donc, tu es luxembourgeois, donc statut expatrié? Non, j'étais français. J'étais français qui partait travailler au Luxembourg. Donc voilà, donc j'ai fait 4 ans là-bas. Tu as été frontalier, J'étais une partie frontalier une fois et pendant 2-3 ans, j'habitais dans le pays.
et l'autre moitié du pays, du temps à l'extérieur. Ouais. Donc, tu as monté un parc IMO. Tu t'es très intéressant pour les auditeurs là, qui sont dans cette volonté de vouloir aller assez vite pour potentiellement se libérer du salariat. Quelle a été ta stratégie ou quelles ont été tes stratégies si tu en as eu plusieurs? Quelle typologie de biens, quel mode d'exploitation? Sur quoi tu t'es orienté du coup pour aller vite, quoi, tout simplement? Ouais. Alors, j'ai commencé avec 2 biens en Airbnb. Et il faut savoir, tu vois, pour te montrer la motivation, moi, j'avais un petit van et je vivais dans mon van pour pas payer de loyer, pour pas avoir de résidence principale, mais j'avais 2 apparts en Airbnb. Donc, j'ai commencé avec 2 studios en Airbnb. Ensuite, j'ai acheté 2 très grosses colocs qui faisaient 180 mètres carrés chacune. Et j'en ai fait des grosses colocations avec beaucoup de monde dedans. Et j'ai acheté des petits T2. J'en ai acheté 2. Et voilà, j'avais 6 apparts et le cash flow en fait faisait que ça me remplaçait mon salaire. Bah oui, oui. En termes de stratégie, ensuite dans le futur, pourquoi j'ai revendu tout ça? Parce que j'ai compris qu'en fait, il y avait 2 rentabilités dans l'immobilier. C'est la rentabilité de l'investissement lui-même et de la rentabilité du capital réel. Et donc, forcément, il y a un moment, quand mon IMO, j'étais aux alentours de 12-13% net, donc c'était pas mal. Mais en fait, 12-13%, au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, si j'investis dans d'autres trucs plus rentables, avec cette même quantité d'argent en termes de capital, bah, je vais y aller plus vite. Notamment la voiture, notamment les vannes, où il y a plus de rentabilité. Donc, l'immobilier, ça reste un outil que j'utilise encore toujours. J'ai plusieurs biens IMO parce qu'on crée de l'argent à partir de rien, à partir du crédit. Oui, d'accord. Mais ensuite, je trouve que c'est intéressant d'aller sur des choses avec plus de rendement. L'immobilier, actuellement, ce que j'ai, c'est que des logements atypiques. Je suis parti là-dessus. Très gros rendement, à 30-40% de renta. Donc, c'est une aventure parce que c'est un peu une expérience. On n'est pas sûr que ça va marcher. Mais quand ça marche, ça tourne très bien pour le moment. Carton plein. Ouais. Ok, ben, je redécortique un peu tout ça pour essayer de revulgariser. Je suis entièrement d'accord avec le côté vitesse de l'argent, travail. Vraiment, l'idée, c'est quand tu as un IMO, tu l'as détenu déjà combien de temps l'immobilier là, sur la Je l'ai partie seulement 5 ans. Même pas 5 ans, parce qu'en fait, j'ai mis 5 ans entre commencer à créer le parc et tout revendre. Ok. Et Mais sur la partie. que je te dis pas de conneries, j'ai pris 250 000 € de plus-value sur le parc. C'était la question. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que c'était intéressant de faire travailler l'argent ailleurs, quoi. C'est ça. C'est qu'il y a un moment, il faut aussi voir ce que vaut son parc immobilier sur le marché. Parce que tu peux certes avoir un rendement à 13% par rapport à toi, ton prix d'achat, plus travaux, on va dire. Mais qu'il y a un moment, si ton patrimoine, si la valeur intrinsèque de ton patrimoine, elle a explosé, ben en fait, ton argent, il ne travaille plus à 13%, mais il va peut-être travailler à 7, 8, 9. Et c'est là où c'est intéressant, justement, d'arbitrer, prendre le cash et d'aller réinvestir ça sur d'autres vecteurs, quoi. Bah, complètement. Et moi, j'ai même une façon un peu différente de compter. C'est combien j'ai mis vraiment d'argent de ma poche dans l'histoire, tu vois. Si j'achète un truc de 100 000 € et que je mets 20 000 € d'apport avec travaux et que la première année, je gagne 20 000 €, bah, en fait, mon investissement, la renta, elle est à 100%. Et puis, la deuxième année, quand j'ai commencé à rembourser du crédit, finalement, mon argent, c'est peut-être 30-40 000 €. Je gagne la même chose. Ma renta, elle tombe à 50-60%. Jusqu'au moment où, bah, en fait, je suis en dessous des 20-30. Et en réalité, il y a d'autres trucs à faire plus intéressants. Ouais. Ok, donc on va continuer sur la partie logement atypique avant de basculer sur la thématique principale de ce podcast. Mais les logements atypiques, je trouve ça intéressant. Enfin, je m'y intéresse de loin. J'ai pas mis les mains dedans pour l'instant. Aujourd'hui, je pense que dans la partie immobilière, c'est la branche, la niche, on va dire, la plus rémunératrice, avec la prise de risque qui va avec, bien sûr, mais tu vas nous en parler. Ça a été clairement ta volonté de poursuivre le côté rendement plus à travers l'IMO. Ouais, alors moi j'aime bien découvrir plein de choses, tu vois. En ce moment, je me lance fortement dans l'achat-revente en division parcellaire. J'aime bien découvrir des trucs et une fois que le business model il fonctionne, j'ai ce défaut de dire ouais, je m'ennuie, je fais autre chose. Alors que je pourrais juste continuer, tu vois. Mais donc ça m'intéressait en fait, l'immobilier, ça a commencé à me gaver. En 5 ans, j'avais fait bon, c'était cool, hein, tu tournes les loyers, mais je m'ennuyais. Et quand j'ai vu ces opportunités de logement atypique, je me suis dit, ah waouh, c'est incroyable. Et effectivement, tu as aussi ce côté de se dire, c'est l'équivalent de s'il y a un appart qui tourne bien, quelqu'un qui n'a pas besoin d'énormément de revenus, mais il a besoin de, je sais pas, 1 500 € par mois pour vivre, avec un seul bien, il peut quitter son taf, quoi.
Donc, j'ai voulu expérimenter le truc. Et effectivement, ça marche très bien. Il y en a de plus en plus aujourd'hui, donc il faut se réinventer pour aller à un niveau bien supérieur à ce qui se fait sur le marché pour rester vraiment en tête. Mais pour moi, il y a encore de longues années devant sur tout ce qui est logement atypique. Tu as pris quelle thématique? Alors, le premier appart atypique, j'ai pris un peu comme tout le monde. J'ai fait ce qu'on appelle une romantic room. J'ai pas voulu faire un truc glauque porno parce que non, mais c'est quelque chose qui me gênait en fait. J'ai mis longtemps à me lancer là-dedans parce qu'il y avait un côté. Je me suis dit, il va y avoir des mecs de 60 ans en sugar daddy avec des gamines de 18. J'ai pas envie, tu vois. Ouais. Et au final, le commissariat. ouais, non, mais même, tu vois, éthiquement, j'aimais pas. Et au final, je me suis dit, je vais faire un appart hyper cocooning, chaleureux. Donc, j'ai fait ce que j'appelle le Zen Room. Et c'est un appart avec plein de meubles de Bali et de déco de Bali qui ont été amenés ici. Et voilà, c'est vraiment romantique pour les amoureux. Il y a sauna, jacuzzi dedans. Il y a plein d'effets de lumière un peu pour avoir un peu cet effet sympa. Et au final, c'est que des jeunes couples qui me louent l'appart constamment. Donc, je suis content du résultat. Donc ça, mais c'est assez basique, c'est assez banal, tu vois, par rapport à ce qui se fait. Et aujourd'hui, je vois qu'il faut augmenter de niveau. Donc là, celui-là, il est en construction, mais par exemple, pour donner, il est quand même vachement plus cool. Je suis en train de créer un logement qui se trouvera dans une grotte sous la forêt amazonienne. Alors, ok. Et tout ça dans la ville de hier. Ok. Donc, je t'explique. En fait, c'est un appartement que j'ai trouvé où j'ai la chance que dans l'appart, il y a une grotte. Donc, en fait, il y a, si tu veux, au même niveau que le salon, la pièce derrière, c'est une grande pièce avec une grotte dedans. Donc, c'est assez fou. C'est assez cool. Donc, vraiment, avec la roche et tout, c'est vraiment trop beau. Et mon idée, c'est de me dire, je vais faire une ambiance où les gens, ils arrivent là, ils sont dans la forêt amazonienne, sous la pluie, sous un orage. Donc, il y a un grand mur qui fait 4 mètres de long sur 3 mètres de haut. J'installe un écran géant que j'entoure avec des pierres artificielles et qui vont donner la sensation. L'écran va projeter, si tu veux, une vue à l'extérieur d'une grotte. L'idée, c'est qu'on soit dans une grotte et on va voir la forêt amazonienne un peu en hauteur sous une pluie tropicale. Et donc, nous, on sera dans cette grotte et aucune lumière au plafond, que des lumières au sol, plein de végétation artificielle pour le coup un peu partout. Sauna, jacuzzi dans la partie avec la grotte et une cascade aussi. Donc, quand tu es dans cette partie avec la grotte, tu es vraiment dans un milieu très, très amazonien, quoi, en fait. Hein. Donc, tu as plein de plantes dans tous les sens. Tu as des cascades qui coulent en permanence. Et puis, tu as jacuzzi et douche. C'est une douche à effet. C'est-à-dire que tu as plusieurs boutons et tu peux choisir justement une douche sous orage. Tu as des enceintes et donc tu prends ta douche et tu as des éclairs. Et bon, voilà, c'est un délire un peu particulier. Non, mais trop bien. Mais voilà, donc c'est plutôt cool. Ouais. Toutes ces idées-là, je pense que ça sort de ta tête parce que tu as l'air d'être inventif, mais tu te fais accompagner par un décorateur d'intérieur ou une décoratrice comment tu ponds ça finalement? Ouais, je l'ai fait sur le premier. Au final, j'étais un peu déçu du résultat. Je me suis dit, ouais, bon, j'aurais pu faire pareil. Donc, du coup, non, j'ai eu la chance d'avoir trouvé un artisan qui est un peu artiste. Il est photographe et tout. Et donc, tous les jeux de lumière, tu vois, tout ce qui est lumière que du sol et aucune lumière au plafond, c'était son idée. Et effectivement, en regardant, c'est vrai que c'est cool, tu vois, c'est toutes des lumières projetées sur les murs, les plafonds. Donc, j'ai eu de la chance juste de m'entourer de personnes un peu artistiques. Et moi, j'essaye de me creuser la tête, de regarder ce qui se fait. Il y a plein de thèmes que j'ai envie de tester qui sont hallucinants. Mais voilà. Là, j'en ai un troisième où j'aimerais éventuellement avoir à tester, faire un vaisseau spatial, parce qu'il y en a un qui est près de chez toi et qui marche assez bien. Je crois qu'ils sont à Rennes, en fait. Donc, et c'est un Airbnb où tu rentres et c'est un vaisseau. Donc, il n'y a aucune fenêtre. Ce sont des écrans où tu vois la galaxie qui défile sous tes yeux. Et puis, tu as une salle de commande, un peu comme tous les films, genre Star Wars ou Star Trek. Et puis, tu peux t'amuser comme un gosse à appuyer sur tous les boutons, voir ce qui se passe. Tu as un escape game à l'intérieur de l'appart. Et puis, tu peux quand même, évidemment, tu as ta cuisine, dormir, salle de bain. Tu dors là, mais tu vis une expérience. Et étant donné que tu vis une expérience, en tant qu'investisseur, je reviens là-dessus, la différence entre un appart et un appart décoré pour vivre une expérience, l'investissement, c'est dérisoire la différence. C'est 10, 15, 20 000 balles de différence. Ça faisait partie de mes questions, Ouais, sauf que tu vas louer derrière 2-3 fois plus cher que la normale et tu vas louer tout le temps.
Alors que les logements sur Airbnb, il y en a tellement aujourd'hui que les gens, ils louent rarement, quasiment. Ils vont louer les week-ends, ils vont louer un peu pendant les vacances, mais c'est tout. Les logements atypiques, c'est tout le temps. Donc, intéressant en IMO. Ouais. Donc la partie finalement travaux, bon, tu as un delta supplémentaire forcément parce que tu as de l'aménagement et potentiellement de la décoration, mais c'est pas délirant par rapport Ah le montant non, de l'investissement, le prorata, le delta en fait, il n'est pas déconnant par rapport pas du tout. à ce que ça va t'amener quoi. Ouais, pas Ok, du tout. C'est ok. vraiment un sauna jacuzzi, ça va coûter 8 000 euros, les deux ensemble. Et puis la déco, je sais pas, ça dépend de la grandeur, mais on va dire 5, 6, 7 000 euros. Donc tu vas avoir un investissement de 15 000 euros supplémentaires par rapport à de toute façon les travaux que tu allais faire. Sauf que moi, typiquement, sur mon Airbnb, au lieu de le louer, pardon, 50 euros la nuit, ce qui serait les prix de ma ville, il est plutôt à 150 euros. Donc, 3 fois plus cher pour 12 ou 15 000 balles d'investir en plus. Oui, donc c'est le retour sur investissement est vite Ah fait ouais, il quoi. n'y a pas photo. Ouais. Ok. Et là sur la partie sauna, enfin tu vois, le premier qui tourne là, le Zen, euh, taux de remplissage, Je suis aux alentours de 70% à l'année. donc c'est propre au vu de la nuitée. Ouais, ouais. Alors, c'est pas tout le temps 150 euros. 150, ça va être les vendredis, samedi soir. Et ensuite, le dimanche, on est sur 80 euros, donc ça chute vraiment. Et après, de lundi à vendredi, ça augmente crescendo. Mais ouais, en fait, je suis loué plutôt 50-60% du temps sur les périodes non estivales. Et par contre, les périodes estivales, c'est full, quoi. Parfois, il n'y a pas une journée où c'est pas loué sur plusieurs mois, tu vois. Tu fais la gestion toi-même ou tu as automatisé ça? Parce qu'on J'ai- parlera d'automatisation après, mais Ouais, j'ai automatisé, j'ai tout automatisé. ok. Et sur la partie, donc là, ce sont des appartes. Au niveau des copros, tu t'es pas heurté à. Bah, il y a la nouvelle loi finance 2025 qui va quand même être très problématique pour ceux qui investissent en location courte durée dans les copros, puisque, alors, c'est pas la loi 2025, c'est la loi Lemeur qui est sortie juste avant et qui a été quand même validée pour la même période, où maintenant les copros peuvent interdire de faire une location courte durée à partir de 2 tiers des votants. Donc, ça risque d'être très problématique. On verra. Effectivement, la loi, elle est sortie. Alors, sur le premier appart, non, parce que c'est que des Airbnb. Le deuxième et le troisième, il y a des risques. Et au pire des cas, je vendrai en tant qu'appart normal et je rachèterai soit un immeuble directement, soit une maison de ville, soit de la monopropriété, quoi. Ok, oui, oui, bah, c'est l'astuce en effet pour pouvoir éviter les emmerdes avec des voisins qui sont pas très conciliants et qui comprennent pas les investisseurs ni les expériences, on va dire. Ok. Bon, trop cool, des super beaux projets. J'ai hâte que tu nous partages ça sur les réseaux. En tout cas, j'avoue que le côté grotte là, m'intrigue quand même pas mal. Ouais, tu vas voir, ça va. Il va être incroyable, celui-là. Non, mais trop bien. Euh, donc bon là c'est sur la partie immobilier, donc tu testes plein de choses. La division foncière, tu le fais en marchand, t'as monté la boîte de marchand, Ouais, ouais. Alors, division parcellaire hein, uniquement. Et parcellaire, ouais. c'est ouais, c'est un marchand de biens, ça, Ok. c'est clair. En société, ouais. Bon, ça roule comme tu veux. Bah, écoute, beaucoup de prospection pour le moment. Donc, moi, j'ai une technique que je peux malheureusement pas divulguer parce qu'on me l'a passé et que l'autre, il fait ça depuis 20 ans et voilà, je vais pas lui fracasser son truc. Mais donc, il a une méthode. C'est un marchand de biens hein, de Fréjus qui m'a appris ça. Et il a une méthode pour trouver des opportunités dans tous les sens. Et c'est vrai qu'il y a des centaines d'opportunités vraiment partout. Donc, je suis dans la phase de prospection. Et j'ai récupéré environ 250 matrices. Maintenant, il faut que je contacte les propriétaires pour voir s'ils sont vendeurs ou pour les convaincre qu'ils soient vendeurs. Mais ouais, en tout cas, beaucoup d'opportunités. On a une banque qui nous suit jusqu'à vraiment beaucoup, donc on est large aussi là-dessus. J'attends plus qu'un oui actuellement. Mais je t'avoue que je suis en pré-saison pour les autres entreprises. Donc, Il y a un la peu moins de division focus parcellaire, là-dessus. ouais, pour le moment, j'ai pas eu le temps d'être 100% là-dessus, quoi. Et pourquoi t'être orienté uniquement là, t'es focus division parcellaire histoire d'être focus sur quelque chose et d'être plus efficace, ou tu t'ouvres l'opportunité à par exemple là, un immeuble avec de la mise en copro, revente. Ben, alors, la division parcellaire, c'est juste que c'est beaucoup plus simple que de la réno, de l'achat-revente Ouais, réno, parce qu'il n'y a pas de ouais. travaux. Et puis le bâti existant et d'en faire plusieurs lots, tu as quand même plus de réglementation que sur des divisions parcellaires type terrain. Donc, par souci de flemme,
je me suis plutôt dirigé sur la division parcellaire. C'est quand même plus simple techniquement et il y a quand même vraiment énormément d'argent à prendre aussi dedans, sans les mauvaises surprises. Tu vois, quand tu achètes un immeuble et que tu fais ta division, il peut arriver pas mal de mauvaises surprises. Techniquement, il y a plus de contraintes, ouais, je suis Voilà, d'accord. un terrain, tu as le géomètre qui vient, il te divise et puis si tu Tu respectes les tu lois de viabilises l'urbanisme. derrière ou pas du tout? Alors, ça dépend. À la base, non, mais si l'acheteur préfère, on peut effectivement viabiliser et ça fait partie du deal, mais pas forcément. Il n'y a pas forcément besoin. Ok. Bon, trop cool. En fait, c'est ça que j'adore avec, j'ai envie de dire, nous autres investisseurs, cette race à part, c'est qu'en fait, l'investissement, c'est très large. Et en fait, on se rend compte, on démarre souvent, enfin, moi, c'est mon cas en tout cas, et beaucoup de gens que j'observe également, on démarre via l'investissement locatif, quelle que soit la stratégie. Et en fait, c'est juste un pied d'entrée à découvrir un monde, un univers incroyable qu'est l'investissement au sens large. Et là, tu vois, tu parles de marchand de biens. Moi, ça fait 1 an et demi que j'en fais aussi. Plus d'autres business autour de l'entrepreneuriat et de l'immobilier. Et c'est ça qui est trop cool, quoi. Bah, c'est vrai, il y a aussi une réalité que quand tu commences, en général, les gens, ils ont leur métier, ils ont peut-être un peu de sous de côté, mais pas non plus une fortune. En général, le premier pas de l'investissement locatif, c'est que ça t'apporte de l'argent que tu ne trouverais pas ailleurs. Mm. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui se dit, tiens, je vais me lancer en division parcellaire, ouais, ben, costaud, quoi. Parce qu'il faut quand même des moyens, il faut des ressources, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui commencent par l'immobilier locatif et je trouve que c'est très, très bien Un d'ailleurs. bon point d'entrée, oui, Ouais, oui. c'est un super point d'entrée. Ouais. Ouais, parce que marchand, et on pourra conclure là-dessus, marchand, il y a quand même des. Alors, peut-être que enfin, je sais pas si toi, tu peux avoir l'appellation lotisseur, tu fais pas les lotissements, Si, tu fais si, juste. c'est lotisseur. Si, c'est Ouais, lotisseur. ok. Il y a quand même des responsabilités. Ah ouais, mais énorme. Donc, en fait, il faut quand même bien maîtriser son sujet. Et moi, en vrai, je déconseille de démarrer par de l'achat-revente si tu as zéro maîtrise de l'investissement Ouais, immobilier super. locatif, si tu n'as pas roulé ta bosse. Voilà, il faut vraiment, En vraiment fait, bien on est sur maîtriser des ce tels truc, quoi. chiffres que tu peux prendre beaucoup, mais tu peux perdre beaucoup si tu te plantes. Donc, Et tu peux t'emmerder non, pendant longtemps, surtout. ouais, il faut vraiment avoir de l'expérience avant en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, avant de se lancer là-dedans. Moi, Mm. pour les gens qui me demandent un peu par quoi commencer, et je leur dis, bah, en tout cas, par quoi finir, ce serait ça, tu vois. Ouais. Je pense que, mais pas du tout pour commencer, pour l'achat-revente. Ouais. Ouais, ok. Non, non, bah, très bien. On est plutôt alignés là-dessus. On va basculer sur le cœur du sujet. Le cœur du Allons-y. sujet qui est une grosse partie de ton activité aujourd'hui, qui va être euh, la mise en location, enfin le business autour des véhicules, on va dire, je vais le prendre comme ça au sens large. Et je te laisse du coup nous expliquer ce que tu fais. Justement sur ce business autour des véhicules. On va avoir les différentes typologies, comme il y a des T2, il y a des studios, il y a des immeubles. Toi, dans ton parc de véhicules, tu as différentes typologies de biens. Je te laisse nous expliquer un petit peu comment déjà tu es tombé là-dessus, pourquoi pas, quelle est la genèse de ça, et puis aujourd'hui ce que tu en fais. Ok, ben comment je suis tombé dessus par souci d'être libre financièrement, j'ai très vite compris que d'un côté oui il faut gagner plus, mais de l'autre il faut dépenser beaucoup moins et que les deux travaux sont à faire en simultané pour aller plus vite. Donc ben la plus grosse dépense des Français c'est la voiture, ça coûte une blinde entre le carburant, l'assurance, la carte grise, l'entretien, la décote du véhicule. En fait c'est une fortune. Mm. Je me suis amusé à calculer sur une vie si on avait une voiture un peu classique, pas forcément qu'on l'achète neuve, mais une voiture qui coûte 20 000 euros, qu'on la change tous les X temps. Je me suis aidé de ChatGPT et on sort quand même 250 000 euros Ah tout au putain, long de sa vie sur 40 ok. ans. Et c'est plus que l'épargne qu'on arrive à mettre de côté. Donc, on Ouais, travaille plus pour notre se payer bagnole une bagnole, ouais. que, alors voilà, avec évidemment les frais que ça engendre, carburant, déplacement, etc. Donc je me suis dit, voilà, c'est pas possible, il faut que je trouve un système. Et je suis tombé par hasard sur des plateformes qui proposaient de mettre ta voiture en location et que d'autres particuliers pouvaient la louer. Donc je me suis dit, bah trop cool, comme ça, quand je n'utilise pas ma voiture, je vais gagner 20, 30, 40, 50 euros par jour là-dessus et ça me remboursera, ou en tout cas, voilà, j'arriverai à zéro sur mes dépenses sur la voiture. Donc j'ai mis ma voiture perso. Et au final, elle était tout le temps demandée.
Et je me suis dit, bon, bah, c'est trop cool, ça marche, mais je vais m'en prendre une autre pour moi, parce qu'en fait, finalement, j'arrive jamais à l'avoir. Donc, je me suis racheté une deuxième voiture. Et puis, tu as quand même le truc en mode, bah, je vais quand même la mettre aussi celle-là pour Au voir, cas où, au cas au où. cas où, tu vois. Et puis, et ça s'est jamais arrêté. Donc, ça a enchaîné. Et à chaque fois, en fait, chaque voiture que j'achetais, il y avait suffisamment de demandes pour quasiment pas avoir l'accès, moi, perso. Donc, je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire. Donc, au début, j'avais pas beaucoup d'argent. J'ai acheté 5 vieilles bagnoles, Ok. des C'est quoi vieux comme trucs. type de modèle? C'était des espaces 3 et 4, des Clio, qu'est-ce que j'avais comme voiture? Je devais avoir une vieille Suzuki Swift. Enfin, c'était que des vieilles voitures que j'avais achetées 1500, 2000 euros. Et putain, ça a marché super bien pendant un an. Et à la fin de l'année, j'ai eu 0 € parce que les impôts ont absolument tout pris. Et ils ont Ok. tout pris parce que c'est assez facile de faire n'importe quoi sur les voitures. Et en fait, c'était juste que j'avais fait le mauvais choix fiscal. Donc, après, je me suis dit, il faut que je recommence. J'ai recommencé et là, j'ai fait attention à la fiscalité. Et là, plus aucun problème. Ce que j'essaye d'avoir, c'est des voitures beaucoup plus récentes que des vieilles bagnoles. Donc, je prends des voitures qui valent environ 7, 8, 9, 10 000 euros, voire même 15 000 euros sur certaines voitures. Parce que sur des voitures plus récentes, il y a une possibilité pour automatiser. Oui, j'avais mis ma bagnole en location, je l'ai fait une fois. J'ai même plus le nom de l'appli, mais ça fait 4-5 ans de ça. Et en effet, c'était remise de clé manuelle. Donc en fait, Ouais, je me suis vite rendu compte que par rapport à c'est mon horrible. emploi du temps de l'époque, c'était mort. Et j'avais creusé un peu le truc, et sur certains modèles plus récents, en effet, on pouvait automatiser comme sur de la LCD. Et là, je me suis dit, oui, en vrai, ça peut être assez incroyable. Donc, En fait, quand tu fais de la remise des clés, tu t'offres un nouveau boulot, quoi. Parce que les ouais, mecs, ils te disent, ouais, j'arrive à 15h et en fait, à 15h45, ah oui, non, mais en fait, le train, il a du retard. Et toi, tu es comme un couillon à attendre pour finalement faire une location à 40 euros. mm. Aucun intérêt, quoi. Donc, et surtout quand tu en as plusieurs, hein, tu passes ta vie à attendre les gens. Donc, le business model, il fonctionne pas avec la remise des clés. Donc, ils ont sorti un système automatisé où c'est un boîtier électronique qu'ils mettent dans la voiture. Et ça permet de tout faire sans toi. Et Donc, tu fais l'état des lieux avec la prise de photo, je crois. ouais, c'est ça. Donc, Ouais. toi, tu es chez toi, tu reçois éventuellement des messages une fois de temps en temps. Il y a le checking, ouais, c'est prise de photo. Il y a le point GPS de la voiture, comme ça, les gens savent directement où est la voiture. Ensuite, ils ouvrent la voiture avec leur téléphone portable. La voiture, le boîtier, il repère combien il y a de niveau de carburant, combien de kilomètres la voiture va parcourir. Et si au moment de la restitution, la personne a excédé son contrat initial, Mm. bah, c'est directement prélevé sur son compte. Et toi, pour le coup, bah, c'est comme du Airbnb, quoi. C'est tout automatisé. Tu n'as rien à faire à part attendre que l'argent rentre Encaissé. à Ok. encaisser. Ok. Ouais, non, mais c'est vrai que sur le papier, c'est beau. Et donc là, sur cette partie flotte de véhicules, on va dire véhicules euh, classiques, je ne sais pas quelle est l'appellation. Aujourd'hui, ta flotte, elle est de combien là-dessus? Alors, moi, j'ai une entreprise avec 10 voitures dessus. Ouais. Et j'ai une stratégie un peu particulière parce que nous, on fait notre année, la période estivale, du 15 avril au 15 novembre, sud de la France, tout le monde vient, et après, il n'y a plus personne. Donc, ce que je fais, c'est très souvent, j'achète toutes les voitures là maintenant, au mois de mars, je les mets en location et je les revends en novembre, à la fin de la saison. Ok. Bah, oui, ok. En fait, il y a aussi un truc de choper de la plus-value à chaque fois sur ces véhicules. Il y a certaines techniques qui permettent de revendre la voiture 1000 ou 2000 euros plus cher. Et puis surtout, ça ne laisse pas tout Les assurances. un capital, les assurances, non, mais même un capital qui, pendant 6 mois, ne ferait pas beaucoup d'argent au final. Donc, en moyenne, je suis à 10 voitures par an sur la location de voitures. Et toutes les voitures sont automatisées. Il n'y en a pas une seule où je donne les clés parce que sinon, ce serait très chiant. Ok. Ouais, bah, hyper intéressant. Euh, quels sont les. Est-ce que toi, tu avais des freins avant de te lancer là-dessus? Est-ce que tu te disais, les assurances, ça va me coûter une blinde? Qu'est-ce qui se passe si le mec il fait un excès de vitesse? Tu vois, s'il se plante, bon, j'imagine ça fait partie des assurances, mais c'est quoi un peu les objections qu'on pourrait avoir à se Ouais, lancer là-dedans? il y a des objections logiques et il y a une objection illogique que je te dirai à la fin. Objection logique, effectivement, excès de vitesse.
bah, mais qu'est-ce qui se passe si le mec, en fait, tu fais une désignation, c'est-à-dire que tu reçois le papier de la police chez toi qui dit vous êtes allé trop vite, et tu dis juste, bah, c'était pas moi, c'était le locataire, et problème réglé. Donc ça, c'est la partie qui n'est pas automatisée d'ailleurs. Une fois de temps en temps, ça arrive, peut-être 1, 2, 3 fois par mois, il faut que tu remplisses ce papier. Ensuite, les assurances, les plateformes par lesquelles tu passes pour faire de la location courte durée en voiture, il y a une assurance de substitution qui t'assure ton véhicule à 100%. Et ça n'a plus rien à voir avec la tienne d'assurance. Donc, quand il y a un accident, bah, ce n'est pas trop ton problème. C'est chiant parce qu'il faut que tu gères le truc, mais ça ne te coûte rien, tu n'as pas de malus. Voilà, ça m'est déjà arrivé, une carrosserie, et l'assurance a payé intégralement toute la carrosserie, plusieurs milliers d'euros, pour une voiture qui est ressortie quasiment neuve, quoi, sur la carrosserie en tout cas. Et puis, il y a souvent l'objection de dire, ouais, mais le stationnement. Le stationnement, on a l'impression qu'il faut avoir un terrain avec toutes tes voitures, alors que pas du tout. La plupart des gens laissent les voitures dans la rue, comme toutes les voitures que tu croises dans la rue. Et certaines personnes ont l'intelligence de payer un parking à proximité des zones intéressantes, qui est souvent un frein pour beaucoup, alors qu'en réalité, c'est une vraie opportunité. Parce que quand il y a un parking payant, par exemple, dans une gare, ben, tu as beaucoup moins de concurrents, parce que les gens se disent « Ah, je vais quand même pas payer 80 € par mois ». Alors qu'en fait, tu le répercutes sur ton prix, tu as beaucoup plus de demandes, tu es beaucoup plus loué. Donc voilà. Donc, il y a pas mal de freins qui sont logiques et au final, quand on réfléchit, non. Et le gros frein illogique, c'est que je pense qu'on a une valeur sentimentale à la voiture. Ouais, mais c'est ce que j'allais te dire. Et c'est un vrai frein et c'est un peu débile, mais c'est vrai qu'une voiture, peu importe le prix duquel tu l'as acheté, ta voiture, tu te dis, ah bah déjà, je ne vais pas la louer. Genre quelqu'un qui achète une voiture, je sais pas, 5, 6, 7 000 euros. Il dit, bah déjà, je ne vais pas la louer, je vais pas louer ma voiture 20 € par jour, quoi. Tu vois? Alors qu'en fait, si tu fais multiplier par 30 pour les jours du mois, c'était quand même à 600 balles par mois. 600 €, c'est plus qu'un studio nu, alors que tu as acheté un truc 6 7 000 euros. Donc ça va être la première chose. Les gens ne se rendent pas compte, mais finalement, 500 € par mois dans un studio, ça fait quoi 15 € par jour, quelque chose comme ça, tu vois. Oui, à la nuit. Souvent, à la nuit, quoi. Quand tu fais les états des lieux de sortie et que tu refais les prorata de loyer, ou tu vois, tu te rends compte vraiment du prix de la nuitée. Ouais, c'est ça. Sur un appart, ouais. Et puis, tu as le truc de dire, ouais, mais qu'est-ce qui se passe s'il raye un peu ma voiture, quoi. Genre des petites rayures. Parce que sur les photos, tu vas voir s'il y a des gros dommages. Mais c'est vrai que toutes les petites rayures, tu ne vas pas le voir sur les photos. Il va falloir que tu ailles te déplacer, que tu ailles checker. Donc, en fait, souvent, les gens, d'ailleurs, au début, quand ils se lancent, ils vont checker visuellement une fois de temps en temps. Et c'est normal, tu vois, c'est un peu leur bébé, leur petit investissement. Et puis après, tu te dis, et c'est là où la logique revient, tu te dis, non, mais en fait, quand j'investis 5 000 € dans la bourse, tu vois, je ne vais pas appeler Total et dire, non, mais attendez, la pompe, là, est-ce qu'elle est rayée? Est-ce que vous mettez bien l'huile correctement? Tu vois, tu fais un placement financier, mais c'est pareil, en fait, il faut le voir de la même manière. C'est un placement financier. Oui, bah, la voiture, elle est peut-être un petit peu rayée, elle a peut-être des micro-rayures à gauche, à droite, mais c'est pas grave. Tu la C'est son revendras utilité, en fait. Et c'est ça. Tu la revendras dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Elle te rapporte 40% de rentabilité nette. Donc, c'est énorme. On ne va pas chipoter pour 3-4 rayures, tu vois. Donc voilà. Ça faisait partie des questions suivantes. Aujourd'hui, donc la renta moyenne d'un véhicule, alors il y a peut-être différentes rentas en fonction des différents produits, des différentes gammes, ou voilà. Mais je prends l'exemple d'une voiture 4 places, une C4, j'en sais rien, une Mégane, enfin la voiture de Monsieur Tout le Monde, on va dire. Aujourd'hui, on peut parler de taux de remplissage. Les gens louent à la journée, Ouais. en demi-créneau, c'est… Alors, ils peuvent louer à l'heure, ils peuvent louer à la journée, ils peuvent louer au mois, ils peuvent louer aussi longtemps qu'ils veulent. Non, c'est 1 mois maximum, mais voilà, entre 1 jour et… On va dire qu'en général, c'est 4-5 jours. Ça va être la moyenne des locations. Ou bien même de l'heure. Donc ça, même les gens qui ont des voitures à eux perso, qui se disent, mais moi, je ne peux pas investir dans la location de voiture. Mais en fait, ils pourraient très bien dire, ma voiture, je l'utilise pour aller bosser, elle ne bouge pas du bureau de 9 h à 17 h. Oui. Alors, en fait, je la mets disponible de 9 h à 17 h, tu vois. Et s'il y a un mec ou deux qui la loue une fois de temps en temps 3 heures pour aller faire les courses, ben moi, ça me couvre peut-être tous mes frais de voiture. Donc voilà, c'est quelques jours. En moyenne, c'est quelques jours. Et du coup, tu parles d'une renta à 40%. C'est quoi les chiffres qu'on peut atteindre au mois sur une bagnole? Alors,
en moyenne, et c'est étrange, mais c'est pas tellement plus tu as une belle voiture, plus tu gagnes de l'argent. En moyenne, la voiture, ça ramène 500 € par mois. Ça, Ok. c'est brut. D'accord? Et derrière, tu as tous les frais qui va être lié à la voiture, donc l'entretien, les pneumatiques, ton assurance, l'imposition, évidemment. Alors ça dépend de comment tu as fait ton montage, mais on considère quand même l'imposition derrière. Et typiquement, il t'enlève la moitié. Tu Ok. enlèves la Oui. moitié et il te reste 250 € net dans ta poche à la fin du mois par voiture. Ok. Moi, c'est comme n'importe quelle boîte en France où entre la TVA et les charges patronales, il te reste la Ouais, c'est moitié. ça. Ok. Et au niveau de la fiscalité, tu es obligé de. Bon, là, toi, tu t'es structuré en entreprise. Quand tu as démarré, tu étais en particulier. C'est pour ça que tu t'es Ouais, fait éclater. ouais. Alors, c'est pas que pour ça, c'est parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Au début, quand tu es en particulier, c'est du BIC, hein, donc c'est comme de l'immobilier, du bénéfice industriel et commercial, et tu peux prendre l'abattement. Et donc, quand tu prends l'abattement, ben, on ne regarde pas du tout tes dépenses, sauf qu'en voiture, il y a beaucoup de dépenses. Il y a des réparations, il y a de l'entretien. En plus, moi, j'avais des vieilles bagnoles, donc il y avait beaucoup de réparations. Et on regarde que ton chiffre d'affaires et on enlève 50% et tu es imposé sur le reste. Si tu travailles à ce moment-là et que tu gagnes bien ta vie et que ta TMI elle est élevée, bah en fait, ils te prennent beaucoup. Donc, quand tu commences, tu peux, en tant que particulier, faire aucune structure jusqu'à 9 800 € par an de gains. Ok. Au-delà de 9 800, tu es obligé d'avoir une structure. Ça peut être auto-entrepreneur, ça peut être travailleur indépendant, ça peut être tous les types de sociétés possibles. Et derrière, tu peux faire de l'amortissement sur tes véhicules. Donc, même en tant que particulier, quand c'est du BIC, même avant les 9008, tu peux faire de l'amortissement sur tes véhicules. Et donc, tout comme l'immobilier, réduire le bénéfice L'imposition. avec la charge que tu crées des amortissements et optimiser de cette manière-là. Mais tu peux faire en tant que particulier jusqu'à 9 800 € sans avoir aucun statut particulier, juste toi. Ça fait un beau petit voyage en fin d'année, ça. Ouais, ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Ok, donc 250 balles par voiture donc en moyenne. Euh, donc ça, c'est sur les modèles de voitures de monsieur et madame tout le monde. Est-ce que tu fais, tiens, je pensais à ça parce que moi j'ai une boîte auto, est-ce que dans ton parc, tu as un mix de manuel, automatique pour des gens qui sont… Bah, j'ai les voitures électriques qui sont forcément du coup automatiques. Enfin, il Ouais, n'y a pas de vitesse là-dessus. Mais sinon, non, en voiture thermique, j'ai pas d'automatique. Ça se loue plus et mieux, mais j'ai juste pas eu l'occasion d'en avoir. Donc ok. moi, j'en ai pas. Et réel intérêt en effet de passer à l'électrique là-dessus parce que quasiment pas de coût de carburant, enfin carburant. De… Bah, tout est moins cher en électrique. Hein. Ouais, T'as ouais. pas d'entretien, l'assurance elle coûte hyper moins cher. Les gens finalement ils peuvent pas te faire 4000 km sur le week-end parce que il faut Ils recharger sont bridés. régulièrement. Ouais, Voilà. ouais. Donc et puis surtout ça se loue très très bien. Alors étonnamment l'année dernière je me suis lancé avec l'électrique et tout le monde qui louait c'était pour une expérience d'avoir une voiture électrique. C'est ce que j'allais te dire. Ouais, Le côté expérientiel, à tous les c'est coups, il se ça. ressentait aussi quelqu'un qui a jamais fait une électrique, qui monte là-dedans et qui monte de 0 à 100 en 4 secondes en Ouais, Tesla, tu vois, ouais, ouais. Non mais c'est exactement ça. C'était l'expérience de conduire une du voiture week-end. électrique. Ouais. Ouais. Ok. Et t'es parti sur quoi comme modèle en électrique? Une e-Golf. On est loin de la Tesla, mais c'est pas mal en vrai. Ouais, c'est pas Ok. mal. Bon, fun. Sur l'aspect véhicule, est-ce que tu as d'autres on parlait un peu de van en amont. Qu'est-ce que tu fais autour du van? Est-ce que tu fais pareil de la location uniquement? Il me semble que tu fais de l'aménagement conception en plus. Est-ce que peux nous parler un peu de tout ça? Ouais. Alors, le business du van aménagé, pour moi, c'est une continuité de la location de voiture. Location de voiture, c'est intéressant. 40%, c'est cool. Mais en fait, en termes de challenge intellectuel, c'est assez bidon puisque tu achètes une voiture, tu la mets à la gare, elle se loue, basta, fin de ta journée, quoi. Ouais, en pièces et puis fini. Donc, je me suis lancé dans quelque chose qui me plaisait un peu. C'est effectivement les vannes aménagées. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. J'ai testé, j'ai acheté un utilitaire, un Volkswagen T6, et je l'ai transformé, aménagé pour partir en vacances avec ma copine. Et au final, pareil, on va quand même le mettre sur des sites de location juste au cas où, tu vois. Et on l'a pas eu de l'été. Donc en fait, il est parti. On l'a fini, je crois, début juin. On l'a récupéré fin octobre. On a vraiment pas eu du tout. On n'est pas parti une seule fois avec. Donc je me suis dit, ok, là il y a quelque chose parce que la nuit en van aménagé, c'est très cher. C'est beaucoup plus cher que la location de voiture. On est sur environ 100 € par nuit, 100 € par jour pour un véhicule qui coûte sur un T6. Nous, on l'avait fini à
22 000 euros avec l'équipement. Donc, le matos, le véhicule plus l'équipement, 22 000 euros, 100 euros par nuit. On s'est dit, OK, là, c'est quand même, il y a quelque chose. Un ROI qui est ouf. Ouais. Et ensuite, à la fin de l'été, on l'a revendu. Et on l'a revendu 10 000 euros plus cher que le prix que ça nous avait coûté. Donc là, j'ai vite fait mes comptes et on était à 80% de renta brut sur ce type de véhicule. Alors, le business model, c'est le suivant. Il y a deux choses. Il y a la location, comme la location de voiture. Finalement, c'est que 40% la location des vannes. C'est comme les voitures. Donc, c'est beaucoup plus cher, mais en fait, ça se loue beaucoup moins longtemps sur l'année. En fait, les gens, ils vont louer la voiture toute l'année, alors que le van, c'est vraiment que mai, juin, juillet, août, un peu septembre, parce que c'est les vacances, qu'il fait beau, qu'il fait chaud. Mais sinon, personne ne veut louer un van. En fait. Oui, tout à fait. Aucun intérêt l'hiver. Aucun intérêt, quoi. Donc, tu loues beaucoup moins longtemps, tu loues beaucoup plus cher, donc ça revient un peu au même. Ton véhicule il est plus préservé parce qu'au final, il part que 4 mois au lieu de partir 1 an. Et surtout, la plus-value derrière est juste énorme. Donc, on a encore 40% de plus-value supplémentaire à récupérer à la revente. Donc, la location plus la revente, on est à 80. Et là où ça a du sens, c'est qu'en fait, étant donné que ça se loue 4-5 mois par an, en fait, 6-7 mois par an, ça ne se loue pas du tout. Et c'est là qu'on construit les vannes. On a largement le temps d'en fabriquer, de créer un stock. Et après, comme un marchand de biens, on revend en fait, on revend nos biens. Pourquoi il y a de l'argent à prendre là-dedans? Parce qu'on va se dire, attends, si tu achètes un van, tu mets de l'équipement, il ne va pas prendre de la valeur pour autant. En fait, si vous vous amusez à regarder, le van phare qui existe aujourd'hui, c'est le Volkswagen T6. Et le Volkswagen T6 California, il coûte environ 85-90 000 euros. Donc, c'est extrêmement cher. Hors de prix. Ouais. C'est hors de prix. Alors que le même van neuf en utilitaire, il est moitié prix. Sauf que, donc il est à 45 000. Sauf qu'il n'y a pas 45 000 euros d'équipement sur le van en aménagement. Oui, c'est ça. C'est le fameux. Moi, je fais dans mon secteur, je fais des accompagnements locatifs clés en main. Donc, je réalise les projets d'investissement pour mes clients de A à Z. Ils n'ont rien à faire et ils payent des honoraires entre les deux. Normal. Mon travail, c'est le même principe. Tu fais aménagement. Mais ils se prennent une bonne marge quand même. Hein. Ils se prennent vraiment une bonne marge. Donc, en fait, quand un mec veut acheter un van, soit il achète un van construit d'usine qui coûte extrêmement cher, parce que même d'occasion, la décote, elle n'est pas non plus faramineuse. Ou soit il se tourne vers quelqu'un qui a construit un van avec le même véhicule, qui a fait plus ou moins les mêmes équipements. Oui, c'est fait maison, c'est pas fait d'usine, mais du coup, ça a un charme vraiment supplémentaire parce que le van fait d'usine, il est chromé dans tous les sens. Tu as presque envie d'être en chaussons à l'intérieur tellement il est propre et tu n'as pas vraiment l'esprit van life. Tu es plus dans un véhicule de luxe. Alors que là, c'est plus ambiance bohème, ambiance provençale, ambiance que tu veux de voyage. Et les gens, en fait, c'est soit ils ont un véhicule neuf ou en tout cas fait d'usine très cher, soit un véhicule beaucoup moins cher, aménagé par quelqu'un. Et en réalité, toi, tu as pris une énorme marge parce que toi qui l'as construit, tu n'en as pas eu du tout pour le prix de vente. Okay. Donc, ce sont des véhicules parfois rapides à faire. Et nous, on a notre véhicule phare où on fonctionne vraiment bien avec. C'est un petit véhicule et on le fabrique en 5 jours. Et entre le prix de revient et le prix de vente, on prend 5 000 euros. Donc, c'est 1 000 euros par la journée de travail. C'est carrément cool. C'est carrément cool. Et voilà. Donc, ça, c'est une activité qui n'est pas automatisable, ou en tout cas pas autant automatisable que les voitures. Donc, ça demande plus d'engagement, plus de travail. Mais derrière, il y a quand même beaucoup plus d'argent à prendre parce que si tu réfléchis, tu peux te dire, OK, j'ai que l'argent pour un seul van. Tu en construis un, tu le revends assez rapidement, tu le reconstruis, tu le revends, tu reconstruis, tu fais plusieurs flips, tu le loues sur la saison. Et quand je te dis 80% de renta, en fait, c'est que sur un véhicule où on aurait construit et revendu qu'une fois par an, mais on peut le construire 5 fois par an et le revendre 5 fois par an, plus la location. Donc, tu arrives, en réalité, tu peux arriver à beaucoup plus haut que ça. Et puis surtout, c'est le seul investissement que je fais qui est fun. Qui est fun parce que je peux prendre mon van et je peux partir aux Dolomites en Corse, dans les Alpes en plein été, faire du vélo, du snow. Je peux vivre un truc avec. En réalité, en IMO, toi, tu fais de l'IMO, genre, tu te dis pas à ta femme, viens, on va aller dormir dans mon nouvel appart, ça va être fou, quoi. Tu vois, c'est vrai. Donc, tout à fait. Donc, le van, ça a quand même cette expérience où ça a cet investissement fun, quoi. Tu gagnes de l'argent. Plaisir aussi, ouais.
Et Ouais, comment tu t'es quelqu'un de manuel à la base? pas trop, non. J'ai regardé des vidéos YouTube pour commencer, pour voir un peu ce que faisaient les autres. Et à force, on s'est amélioré au fur et à mesure des années. Mais c'est du bricolage simple, hein. Alors, il faut une visseuse et une scie sauteuse pour faire un van. Et avec ça, Ok. tu fais tout. Donc c'est pas très compliqué. Ça peut paraître un peu surprenant. Il y a des choses qui font peur, du genre découper la carrosserie pour mettre des fenêtres et tout ça. Ça peut faire vraiment très peur au début. Mais en fait, c'est vraiment c'est facile d'accès. Ouais, faut prendre la bonne cote, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, il n'y a pas de partie électricité à l'intérieur, il n'y a pas besoin de bidouiller. Si, il y a une partie électrique, mais c'est du 12 volts. Donc, il y a, en fait, si tu veux, c'est un petit logement qui est indépendant de la voiture. Donc, tu as un panneau solaire qui va recharger une batterie auxiliaire. Cette batterie, elle va alimenter le frigo, elle va alimenter la pompe à eau, les lumières, etc. Donc, tout ça, c'est en 12 volts. Tu peux soit le construire toi-même et ça te revient moins cher. Soit tu as des batteries qui sont déjà toutes faites, hyper simples et qui sont un peu plus chères. Ok. Et à l'année, là, du coup, donc, sur le temps creux de la saison, euh, ton activité, ton temps est dédié. Alors, je voyais sur ton Insta, tu as fait pas mal de voyages, donc je pense qu'il y a la partie aussi Ouais. voyage qui prend le pas. Tu arrives à sortir combien de vannes? Enfin, dernièrement, tu te dis, j'ai besoin de sortir X vannes pour vivre bien, correctement, tout ça. T'en sors combien? Bah, alors moi, je bricole plus du tout. C'est des gars qui le font. Là, d'ailleurs, il y a 2 gars qui sont en train d'en fabriquer. Mais Ok. en gros, cette boîte, elle doit sortir une quinzaine de vannes à la revente. Ouais. Et on renouvelle, nous, notre stock de vannes de location. Donc, en moyenne, on a 15 vannes. On a 10 vannes en location et on a 5 vannes pour la vente qui sont En régulièrement roulement, quoi. renouvelées. Ouais. Ok. Donc, nos vannes à la location, souvent, on les revend aussi pour renouveler et racheter moins cher. Mais ouais, on va dire 15 vannes par an de revente. Et puis, il y a toute la partie location qui est aussi il y a beaucoup aussi qui se passe sur la location. Pas mal de rentrées. Ok. Ouais. Et sur la partie chasse de vannes, tu parcours la France. Tu as mis en Ouais. place peut-être des systèmes, je sais pas, d'alerte, de réseau. Je pense que le réseau, c'est comme dans n'importe quel domaine, hein. Quand tu commences à le construire, au bout d'un moment, ça paye, tu vois. Donc, tu peux te déplacer à Lille, aller chercher un van s'il faut. Ouais, alors en fait, que ce soit pour les voitures ou les vannes, moi j'ai un gars qui, c'est son boulot, c'est de nous trouver des véhicules pas chers et d'aller les chercher n'importe où Ok. en France. Donc, moi, alors j'ai jamais pris le temps de chercher justement à se faire ce réseau, d'avoir des véhicules d'occasion qui sortent un peu du lot, etc., par, je sais pas, des fins de leasing ou des trucs comme ça. Je fais à l'ancienne tout simplement de la négociation. Comme on négocie en IMO, je négocie pareil pour les vannes. On peut beaucoup plus jouer la statistique sur les vannes puisqu'il y en a beaucoup plus que de l'IMO près de chez toi. Et du coup, ben voilà, on négocie, on essaye de trouver un bon prix et puis j'envoie le gars qui va le chercher. Mais oui, dans toute la France pour avoir le plus d'opportunités possible. Ouais. Ok. Donc, si je retiens un mot de cette petite heure passée ensemble, c'est automatisation quand même. Parce Ouais, que c'est tu clair. arrives là, je trouve que tu as atteint un stade. Tu vois, moi, je m'attendais à ce que tu me dises, ouais, je vais à Metz, je suis venu à Rennes la semaine dernière pour aller chercher mon van. Non, pas du tout. C'est un mec qui va. Incroyable. Ouais, c'est vraiment l'objectif, c'est que tout soit automatisé. Effectivement, comme tu l'as dit, j'aime bien voyager. Et l'année dernière, donc 2024, ça a été ma plus grosse année en termes de business parce que tous les business confondus, donc il y a 6 entreprises en tout, tous les business confondus, ça a fait quand même 800 000 euros de chiffre d'affaires. Pas Et mal. on était quand même, avec ma copine, on a fait 6 mois de voyage en tout, tu vois, sur l'année. Et la seule raison pourquoi c'est possible, c'est parce que quasiment tout est automatisé. Et c'est pour moi, si tu veux, mon métier, c'est ça. Mon métier, c'est d'automatiser les choses et rien d'autre, tu vois. C'est vraiment de me dire, attends, comment je fais pour que quand le locataire il vienne récupérer un van, il n'y ait personne et qu'il récupère son van. C'est plus dur que les voitures parce qu'il n'y a pas ces systèmes de boîtier, mais tu vois, j'y travaille en ce moment. Ou quelqu'un qui veut construire un van, ou même nous, quand on reconstruit un van, comment on fait pour pas se faire chier à tout à chaque fois mesurer? Ben, on a les gabarits d'absolument tout, on fait tout en avance. C'est pas moi, c'est des mecs que je paye pour le faire en avance. Voilà, tout est automatisé. L'immobilier, c'est pareil. Il faut que la femme de ménage sache tout quand aller faire le ménage, que les locataires rentrent en automatique et si moi je dois travailler, c'est que le business n'est pas encore au point. Tu vois, il manque quelque chose. Parce que la vraie richesse, c'est le temps. C'est On est clairement le d'accord. temps, quoi. Donc l'argent, c'est cool, mais il faut du temps.
Donc, ouais, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, automatisation. Et pour donner alors, je sais pas quel est le mot, mais je sais qu'on a tendance, tu vois, quelqu'un demain qui te découvre à travers mes réseaux, mon podcast, qui ne te connaissait pas, se dit putain, la vie elle est incroyable, il passe la moitié de son année, son temps en voyage, donc ils vont observer finalement un résultat, ils vont pas avoir le Ouais, processus en amont. Tu vois. Il t'a fallu combien de temps? C'est peut-être important, tu vois, de donner une temporalité. Donc tu ouais. nous as parlé de ta carrière de moniteur, puis de grutier. Puis après la partie invest, pour en arriver là aujourd'hui, à partir du moment où tu t'es dit, je vais faire de l'invest, tu vois, c'est quoi la temporalité? Ça fait 8 ans. Ça fait Ok. 8 ans que je me suis dit, il faut que j'investisse et que j'ai commencé à investir et que je suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Sachant que les 2 ans et demi, donc j'ai mis 2 ans et demi pour faire mon parc immobilier que je t'ai énoncé au début et qui m'a permis de me libérer, de remplacer mon salaire. 2 ans et demi. Mais c'est là où les gens, ils ne voient pas trop le truc. Effectivement, tu fais bien d'en parler. Ça a été 2 ans et demi, mais de sacrifice, mais ultime en fait. C'est-à-dire que j'étais multipropriétaire, je vivais dans mon van, je travaillais 10 heures par jour à la grue. Dès que je finissais de bosser, j'allais bosser 5 heures dans les apparts parce que pour le coup, j'essayais de réduire les coûts en rénovant moi-même ou en cherchant ou en faisant. J'ai fait que ça, en fait, tu vois. Rien d'autre. C'est pour Et, ça et- et- que je souligne le truc, parce qu'il y a forcément des sacrifices. Il y a forcément des moments de merde où tu doutes, où tu t'en chies. Donc, c'est pour ça que je soulignais ça, parce que je ne me doutais pas que tu étais passé par là comme n'importe quel investisseur qui réussit. Donc ouais. et c'est important parce que tu vois, il y a plein de mecs qui commencent à gagner un peu d'argent, ils s'achètent une belle voiture, ils se font plaisir, mais tu vas mettre beaucoup plus longtemps en faisant ça. Donc, moi, je sais que quand j'avais. Pourtant, tu vois, j'étais pas mal. Avec mon parc IMO, je gagnais bien. Il y avait 8 500 € de loyer, plus ma paye qui était à 4 000. Bon, il y avait bien sûr remboursement de crédit, tout ça, mais tu vois, je gagnais quand même pas mal à l'époque. Et je roulais dans une vieille Audi A3, mais pourrie, à tel point que quand j'avais des visites, moi, je me garais dans une rue plus loin et j'y allais à pied, tu vois, pour faire genre, ouais, j'ai les moyens, quoi. Parce que s'ils voyaient ma voiture, ils n'auraient jamais cru que j'avais quoi que ce soit comme moyen. Ouais. Donc effectivement, il y a une vraie période de sacrifice. Pour moi, si tu es à fond, je pense qu'en 2, 3, 4, 5 ans, tu peux y arriver. Mais il faut comprendre que voilà. Tu vois, On il n'a y a rien des sans mecs. rien. Non, mais il y a des mecs parfois qui viennent bosser avec moi et ils arrivent, ils font leurs 7 heures par jour parce qu'on est en France. Et je leur dis, mais en fait, les gars, si vous travaillez 7 heures par jour, vous n'y arriverez jamais, en fait. C'est pas possible, tu vois. Il faut que tu travailles 10, 15, ouais, 15 heures par jour. Vas-y à fond, jusqu'à ce que tu sois épuisé le dimanche, et dimanche, tu dors, et le lundi, c'est reparti, tu bosses. Pas toute ta vie, 2 ans, 3 ans, et après, tu es bien. Mais sinon, Mais il y a, ouais. Mais il y a peu de personnes au final qui sont beaucoup désirent, mais peu sont capables en fait de fournir ces efforts, parce que tu vois, c'est toujours plaisir instantané et plaisir ouais, différé et récompense. Tu vois, c'est un truc comme ouais, ça c'est là. clair. Ouais, c'est clair. Et, et encore une fois, on n'a rien sans rien. Tu vois, moi sur mon premier dos, mon premier immeuble là où je venais d'être papa il y a 4 ans, 5 ans de ça, j'ai passé 6 mois de ma vie. Alors, c'était que les week-ends, hein. Mais 6 mois de ma vie, j'ai pas vu mon gamin. Il venait d'arriver, hein. 6 mois de la vie, c'était tous les week-ends sur le chantier pour rénover mon putain d'immeuble de 6 appartes. Et Alors, ouais. des fois, Paul, il venait avec moi, il était dans le cosy, tu vois, avec sa petite couverture. Bon, bref. Et ça a été des sacrifices, tu vois. Mais encore une fois, aujourd'hui, je suis content de l'avoir fait parce que ça a été le début de plein de belles choses derrière. Mais il y a un moment, il faut se relever les manches et puis voilà. Mais l'immobilier, l'investissement, l'entrepreneuriat, c'est mine de rien pas fait pour tout le monde parce que tout le monde n'est pas prêt à prendre soit cette dose de risque, soit cette dose de courage et de travail. Donc c'est ce qui fait aussi la sélection naturelle, Ouais, j'ai envie de dire. faut être un acharné quand même. Ouais. Pour Oui, vraiment y oui. arriver, il faut être un acharné. Ouais. Mm. Bon, en tout cas, trop cool. Moi, je suis ravi de t'avoir découvert plus intimement à travers ce podcast. Bah, écoute, Joe, merci Euh, beaucoup pour l'interview. C'était cool. Ouais, c'est hyper enrichissant, hyper inspirant. J'espère en tout cas que ça va ouvrir peut-être des vocations aux auditeurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour acheter de l'IMO, mine de rien, il faut, on va dire, une situation financière stable, des revenus, voilà, soit CDI, CDD, machin, quoi. Bon, bref.
Et peut-être que ça va pas à tout le monde. Et il y a peut-être, j'espère en tout cas, des gens qui se reconnaîtront dans ton parcours et cette expertise. Comment les gens peuvent te contacter? Est-ce que tu as des accompagnements sur le sujet? Au final, je te pose la question, j'en sais rien, mais Ouais. peut-être. Bah, et moi, je suis sur tous les réseaux. Bah, en tout cas, TikTok, Insta et YouTube. Moins YouTube ces derniers temps, parce que c'est plus de boulot. Mais TikTok, Insta. Et voilà, derrière, il y a tous les contacts si les gens ont besoin de me contacter. Moi, je partage en fur et à mesure des choses que je fais. Donc, parfois, ça peut parler d'immobilier pendant un mois, et parfois que de voiture pendant un mois. C'est vraiment le moment sur ce que je suis en De train de l'eau. faire. Ouais. Voilà. Et voilà. Et je suis assez dispo. J'essaye de répondre aux gens s'ils ont besoin. Voilà, pour leur filer un coup de main. Bon, bah écoute, trop cool. Merci à toi pour ton temps. Et puis, je te dis à une prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Salut, bye Salut. bye.